Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe, 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 attention, Philippe, vous ne pas rafler. Allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Chapeau. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. Confinement oblige, pour faire du vélo actuellement, il n'y a pas d'autre choix que de rouler en intérieur, sur home trainer ou avec des rouleaux. Et il y a un domaine qui en profite tout particulièrement, c'est le cyclisme virtuel avec les simulateurs comme Zwift, pour ne parler que du plus connu. Et pour parler de ce sujet, on accueille aujourd'hui Nicolas Roche, coureur de Sunweb et qui a couru le Tour des Flandres virtuel au début du mois. Bonjour Nicolas et bienvenue dans Chasse Patate. Bonjour, merci de me recevoir, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et puis de discuter un petit peu de toutes ces choses-là. Et avec plaisir, merci beaucoup. Et pour m'accompagner, on retrouve Brice. Salut Brice. Salut Mathieu, bonjour Nicolas et ravi de t'accueillir dans ce podcast Chasse Patate, c'est un vrai plaisir. Allez, maintenant vous savez tout le monde est prêt, attention au départ, Chasse Patate, c'est parti. Alors on va commencer, avant d'aborder le point du cyclisme virtuel, un petit point sur le confinement qui a été décrété en France depuis la mi-mars et qui a été prolongé par le président Emmanuel Macron jusqu'à au moins le 11 mai, tout en sachant également que les événements sportifs, les événements accueillant du public ne pourront pas se dérouler d'ici au moins la mi-juillet. Alors toi Nicolas, comment est-ce que tu le vis ce confinement depuis presque un mois désormais, d'autant plus que tu vis en appartement, il n'y a donc pas de possibilité d'aller rouler en extérieur. Comment tu vis cette situation ? Les 2-3 premiers jours, déjà quand je l'ai senti venir, donc le week-end en fait, quand le samedi on a déjà dit qu'on fermait les restaurants, j'ai dit à mon avis il va pas nous rester longtemps pour que ça fasse comme en Italie. Et j'ai commencé un peu à me poser beaucoup de questions parce qu'à ce moment-là, l'Irlande était encore, on va dire, loin de tout ça. Parce que d'ailleurs, dans les médias, ils parlaient comme quoi c'était pas encore si affecté. Donc j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que je pars en Irlande, etc., etc. J'en ai parlé avec mon équipe et puis finalement, j'ai dit non parce que il y a un moment ou un autre où on va tous être confinés et autant être confinés chez soi, aussi petit que ça soit. Et finalement, je pense avoir fait le bon choix parce qu'ils ont fermé les frontières et en Irlande, ils ont son même stade que nous. Donc là-dessus, bon, comme je dis, autant être confiné chez soi que dans un truc de location où on veut pas spécialement être. Pareil, au départ, il fallait se réhabituer. Alors on va dire, j'ai pas l'habitude d'être seul. Je suis toujours avec l'équipe, des amis, en compagnie. Et là, tout d'un coup, se retrouver en vivant seul, mais non seulement en vivant seul, mais bloqué dans l'appartement. Ça m'a fait un peu un choc. Et puis finalement, au bout de 3-4 jours, j'ai dit, bon, il faut absolument trouver un nouveau rythme. Je me suis imposé des nouvelles règles. Et puis depuis, les journées, on va dire, se suivent et se ressemblent, mais passent plutôt bien. J'ai des objectifs chaque jour. J'ai mes plans d'entraînement et j'essaie de m'organiser pour optimiser le temps. Mais puis aussi, en fait, je prends un peu plus le temps de faire certaines choses. Et au final, le soir, il est tout de suite 20h et c'est l'heure de manger, mettre un film et aller au lit, quoi. Et du coup, avec cette routine, c'est quoi un petit peu ton programme d'entraînement à la journée ? Alors, ma routine en ce moment, donc j'en ai 2. Il y a des jours où je fais du bi-quotidien un jour sur 2. Parce que c'est vrai que sinon, c'est aussi dur de mettre le cuissard 2 fois dans la journée, tous les jours pendant... Enfin, ça va faire 2 mois quand on arrivera au 11 mai. Donc ce que je fais, c'est le matin, j'essaie de me lever autour de 7h30, 8h. Simplement parce que jusque 9h30, j'ai le soleil le matin sur ma terrasse, donc j'essaie de profiter de faire le petit déjeuner, ça fait du bien d'avoir un peu le soleil sur le visage. Après, tous les jours, je me suis organisé avec donc mon frère, un copain et Michael Matthews. On a notre groupe online virtuel et puis on a tous les jours notre meet-up et on s'est mis une règle, c'est tous les jours à 10h30, on part. Et en général, on a maintenant sur les tablettes une application et puis on se met un peu style FaceTime et puis on discute en même temps de faire l'entraînement. Ça permet de couper un peu la monotonie de l'entraînement et puis ça fait passer un peu le temps parce que finalement
on rigole bien, quoi. On passe 2 heures à rigoler sur une conférence Zoom et en même temps, on fait aussi les entraînements, on les fait ensemble. On a tous les jours un peu des exercices, pas tous les jours, mais allez, 3 fois dans la semaine, 4 fois dans la semaine, des journées un peu plus spécifiques. En général, quand on fait du vélo, on est un peu compétiteur dans l'âme, donc on aime se tester. Donc ouais, le GPM de Swift, le truc, le machin, on aime bien un peu se tirer la bourre. L'autre jour, on rigolait parce que avec Michael, même sur Swift, on se fait la demi-roue, donc puis tout d'un coup, on commence à exploser de rire sur notre FaceTime parce que on était tous les deux en train d'accélérer, quoi. Donc finalement, ça permet de passer le temps le mieux possible. Si je fais pas du bi-quotidien, c'est plutôt 2h30, 3 heures. Mais si je fais du bi-quotidien, j'essaie de faire 2 heures, entre 2 heures et 2h30. Et le soir, je refais 1 heure. Simplement parce que justement, au fil de la journée, on évite le repas du midi, temps de préparer, doucher, stretching, machin, etc. Du coup, il évite 3 heures. Et le plus dur, en fait, à tuer, c'est vraiment ces 3h, 18h. Mais en général, ce que je fais, c'est je mets un peu Netflix, un film, etc. Et après, le soir, pour passer de 6 à 7, je remonte sur le rouleau. Je refais 1 heure sur le rouleau. Alors, des fois, c'est 40 minutes, des fois, c'est 1h10. Ça dépend aussi si je me croise avec des copains. Pareil, on voit toujours qui est connecté. Et puis, en ce moment, il y a toujours quelqu'un que tu connais qui est connecté. Et je refais un peu avec eux, etc. Et puis, temps de se redoucher et préparer à manger, il est 8h. En général, je mange 8h30 tranquillement. Et puis, le soir, ces dernières semaines, j'étais pas mal actif sur les réseaux sociaux. Un, parce que ça permet de passer le temps, mais deux, parce que je suis pas tout seul à la maison. Il y a énormément de monde qui sont à la maison. J'ai la chance d'être, on va dire, connecté et de pouvoir me connecter et de discuter avec du monde. Et finalement, je me suis rendu compte que les premiers jours, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui étaient seules et qui disaient qu'ils appréciaient que je leur réponde à leurs messages, que je fasse des lives, etc., que ça les aidait eux aussi le soir à se sentir moins seuls. Donc, je pense qu'on a aussi un rôle là-dedans en plus de profiter, parce que c'est vrai que pendant la saison, quand on est à bloc, il est difficile de donner beaucoup de temps. Moi, j'essaie d'en donner parce que j'ai toujours eu une relation avec les fans, les médias depuis tout jeune, et c'est un truc qui ça m'a jamais dérangé, au contraire. J'ai trouvé ça toujours très intéressant. Et après aussi, au début du confinement, tu disais que ça risquait d'être un petit peu compliqué pour toi de se mettre au home trainer tous les jours, t'étais pas forcément habitué à ça. Tu t'y es fait assez facilement au final? Alors oui, alors tu vois, j'avais un Le Mans de 2013, donc c'est pour dire quand je faisais de l'entraîneur, je réveillais les voisins, mais qui sont à 4 rues derrière. Je peux dire, c'est le premier jour, je me suis mis dans l'appartement et j'ai mis la télévision et j'avais plus de boutons sur le volume de la télévision et j'arrivais toujours pas à entendre la télévision et j'ai dit non, je peux pas, je me mettre sur la terrasse. Le lendemain, je me suis mis sur la terrasse et chaque passant qui était dans la rue, alors il y en a pas beaucoup heureusement, mais regardait vers le balcon. Et au bout de quelques jours, mon manager me dit mais t'es pas sur Swift ou un truc comme ça? Et je dis bah non, parce que j'ai mon entraîneur pas connecté que j'avais depuis des années, parce que disons qu'en habitant sur la côte, même s'il pleut, c'est pas non plus jamais catastrophique, c'est des orages, donc et au pire, je loupe une journée, j'en loupe pas 5, 6, donc je réorganise mon planning et puis généralement je préfère me faire mouiller que de faire du rouleau. Mais bon, bref, mon Swift m'a tout de suite envoyé en urgence un entraîneur que j'ai reçu 3 jours plus tard, donc c'était génial de leur part, qui me prête pendant la période d'un quarantaine un entraîneur connecté. Alors j'ai découvert Swift il y a 3 semaines et c'est vrai que les premiers jours tu te prends au jeu, c'est marrant, t'es connecté comme je te dis, et puis finalement c'est une habitude. Maintenant au bout de 4 semaines les habitudes changent et même si le vent sur le visage et de voir quelque chose d'autre que le balcon et la rue en bas me manque énormément, et puis de pouvoir aussi de partir cette évasion, le challenge de faire 5 heures, des beaux calls, des trucs et machin, et pas être là sur la terrasse, je me sens comme un hamster. Mais il faut aussi voir la côté, on va dire, si on regarde que les points négatifs, je montrerai jamais sur l'entraîneur, donc faut rester
faut rester positif. Ça permet, moi, ça me permet de tuer 3 à 4 heures entre monter l'ordinateur, brancher le truc, le machin dans la journée. Donc, comme une journée normale, en fait. Donc, j'arrive quand même à garder le rythme comme si je m'entraînais sans être en confinement. À part que l'après-midi, je peux pas descendre boire mon café avec des copains ou des trucs comme ça. Je suis obligé de le faire sur ma terrasse seul. Mais sinon, j'essaie de garder un peu ce rythme et finalement, me forcer à faire l'entraîneur, ça permet essentiellement de rester en bonne condition. Deux, c'est facile, hein, si je veux pas manger des carottes râpées et du chou blanc pendant 3 semaines, il faut aussi faire de l'entraînement. Donc, il faut et on n'est pas en vacances parce que le jour où on va dire 4, 3, 2, 1 partez, ça sera partez. Il y aura peut-être un mois de transition, mais il faut rester au top. Donc, ça me permet aussi une fois de temps en temps de me laisser aller, de profiter d'un verre de vin, d'une une petite glace, une cochonnerie pour le moral, parce que c'est aussi ça qui est important. Et moi, comme beaucoup, on retrouve le petit plaisir, le petit coup de boost au moral quand on se fait plaisir sur la table, quoi. Et justement aussi pour finir sur la partie un petit peu confinement, il y a quelques jours il y a eu une petite polémique par rapport au fait de rouler en extérieur, puisque l'UNCP, le syndicat des coureurs français, avait demandé à ce qu'une dérogation soit accordée aux pros pour s'entraîner en extérieur, bien évidemment seul. Le syndicat des coureurs italiens a fait la même chose, et la Fédération française de cyclisme avait signé la demande de l'UNCP. Mais il y a plusieurs coureurs français, comme Romain Bardet ou Lilian Calmejane, qui se sont opposés à cette demande de dérogation en disant que les coureurs doivent montrer l'exemple. Toi, tu te situes où par rapport à ça? Il y a deux façons de le voir. Il y a la façon où je suis d'accord, comme d'ailleurs avait dit le ministre, pour reprendre ses mots, les sportifs de haut niveau doivent être un exemple et pas une exception. Je pense que ça résume beaucoup de choses. De l'autre côté, il faut regarder, je pense que Calmejane avait raison, là on parle de santé publique, de beaucoup de choses, pas simplement de performance, et je pense que la santé publique aujourd'hui vaut plus que s'entraîner pour une course au mois d'août, peut-être, mais de l'autre côté, on peut aussi tourner ça dans l'autre sens en disant ça affecte 200 personnes dans toute la France. C'est pas si catastrophique que ça, pourquoi pas? Si on fait un calcul comme ça, le risque, tu dis ouais, le risque il est bénin. Je vis seul, je pars de chez moi sur mon vélo, je fais mes 5 heures et je rentre, j'ai embêté personne, j'ai vu personne, je me suis pas arrêté. Pourquoi pas me laisser faire mon travail? De l'autre côté, il suffit d'une fois, une chute, un pépin, et donc est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je pense pas. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui suit les règles. Donc, si demain on me dit on a le droit de rouler, j'irai rouler. Mais je vais pas être le grand militant à dire faut aller rouler, c'est injuste. Aujourd'hui, les conditions elles sont comme ça. Je suis pas seul, on n'est pas seul. On est 200 pros en France, on est 200 pros en Italie. Il y a 200 et quelques pros en Espagne aussi. Donc finalement, il y a 600 cyclistes professionnels qui sont dans la même chose. Qu'en Suisse, ils aient le droit d'aller rouler, qu'en Belgique, ils aient le droit d'aller rouler, qu'ils en profitent. C'est clair, quand tu vois Bernal qui fait 5 heures de vélo, 3000 mètres de dénivelé, qui met ses photos sur Internet et après, le lendemain, il dit « reste à la maison », ouais, pour moi, ça n'a pas de sens, mais chacun a son truc, qui profite de faire ses 5 heures. Finalement, c'est le pays qui est comme ça. Donc. Mais aujourd'hui, pour moi, la règle est comme ça, je m'y adapte. Et du coup, Nicolas, on a beaucoup parlé depuis le début de cet entretien, de ce podcast, du cyclisme virtuel. Et il y a eu une chose au début du mois d'avril, parce que le Tour des Flandres, 2020 n'a malheureusement pas pu se dérouler. Il a été décalé, on l'espère, pour plus tard dans la saison. Le Tour des Flandres virtuel, donc en live sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, s'est déroulé, donc sur Home Trainer. Il y a 13 coureurs professionnels qui ont pris part à cet événement, à cette première, dont toi, et de mémoire aussi ton équipier Michael Matthews. Une course qui a été remportée par Greg Van Avermaet, le coureur de la CCC. Tu as pris une 3e place sur ce Tour des Flandres virtuel. Nicolas, simplement la question, est-ce que tu pensais vraiment un jour finir sur le podium du Tour des Flandres? Virtuel.
Tu fais bien la Et qu'est-ce que séparation entre les deux. Donc non, c'est incomparable. Faire 45. Et en plus, tu sais, c'est même pas comparable à un contre-la-montre. C'est encore un effort qui est totalement différent. Si on m'a dit, est-ce que et moi d'ailleurs le premier, hein, moi j'ai préparé ça comme un contre-la-montre. J'ai fait le matin mon échauffement 1 heure et demie tranquillement. J'ai mangé mes pâtes, ma micro-sieste. J'ai refait une demi-heure d'entraînement avant l'événement avec quelques, on va dire, montées dans les tours. Mais en fait, l'effort, il est pas du tout pareil qu'un chrono, parce que dans un chrono, et d'ailleurs, moi, j'avais pensé que peut-être qu'un De Gendt, un Remco, ils allaient se lancer dans une bataille un peu style chrono et se dire, je regarde personne, je fais mes 450 watts pour 40 minutes et on verra qui est là, qui est pas là. Et en fait, pas du tout, parce que tu as quand même une résistance, tu as une montée, tu as une descente, et puis tu as 13 mecs qui font la course. Donc, quand Remco, il attaque à bloc au bout de 5 km avec Bettiol, bah derrière, il y a on y va pas, donc il faut sortir de ton rythme. Donc c'est pas juste faire sa course et partir, il y a l'effet quand même un peu tactique aussi. Et il y a un tout, alors il est pas fort du tout, mais il existe quand même le petit effet d'aérodynamique dans la roue. Donc il faut le prendre en compte. Donc il y a deux trois petits éléments qui font que c'est pas un contre-la-montre, parce que quand tu arrives et que Greg il attaque, bah il y a un moment, il faut aussi gérer que derrière, tu as peut-être encore 10 ou 12 minutes à faire au seuil. Donc, tu es obligé de sortir de ton seuil, de pas être dans le comfort zone, comme ils appellent ça les Anglais. Donc, c'est pas un effort de contre-la-montre. Après, moi, 45 minutes à bloc, c'est un effort violent comme ça. C'est un truc que j'ai toujours été pas mauvais. C'est comme faire un début de course à bloc. Faire 45 minutes début de course, et j'ai fait 177 pulses de cardio. Alors après, c'est sûr, j'étais frais aussi parce que j'avais fait 2-3 jours un peu de préparation tranquille pour reposer un peu. J'avais pas non plus, ça fait 3 mois que j'ai pas fait une course de vélo, donc c'est normal que le cardio monte un peu plus que sur une course, mais voilà, c'était vraiment violent. Donc au final, c'est pas seulement pousser des watts comme on peut le lire et l'entendre par moment. Non, parce que regardez, en watts purs, je pense que ça aurait pu être un De Gendt ou un truc comme ça. Donc il y a eu un côté un peu tactique. Puis après, c'est aussi très différent parce que sur un entraîneur, tu as le côté, je sais pas comment on dit en français, stamina qui entre. Parce que quand tu es sur une course, tu le vois physiquement te faire lâcher, il y a un côté technique. Là, l'accélération, faut rien lâcher, mais c'est pas le même faut rien lâcher que quand tu es sur la course de vélo. Donc c'était un effort qui était nouveau. C'était, comme je te dis, j'arrive pas vraiment à le décrire. Je sais que je m'en brouille un peu les pinceaux parce que c'est aussi violent qu'un contre-la-montre, mais avec un changement de rythme qui est pas voulu. Alors que dans un contre-la-montre, c'est toi qui décides si tu dois accélérer ou pas accélérer ou comment le faire. Donc c'est la seule différence. Après, comme je te dis, il y avait qu'à regarder tous les watts de tout le monde. Hein, ça a été publié, c'était public. Personne n'a joué, personne n'a fait semblant. On a tous fini morts. D'ailleurs, je pense que ça devait être intéressant avec les caméras. Moi, j'avais la tête, elle bougeait dans tous les sens, j'en pouvais plus. En plus, il faisait chaud, j'avais ouvert toutes les fenêtres. On transpire un truc de fou. Moi, j'avais 3 bidons, j'ai bu 3 bidons en 45 minutes. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience Tour des Flandres virtuelle? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en retiens? Ce que j'en retiens, c'est que je mets en avant la démarche des organisateurs, des médias qui ont suivi. Donc je pense que il fallait donner quelque chose à se mettre sous la dent. Alors c'est pas une course, personne on s'en souviendra parce que c'était peut-être la première. On va dire, mais ça n'a pas une importance, c'est pas ça qui va changer le monde. Greg, il n'a pas été faire la fête le soir. Et moi, je suis pas champion des Flandres ou 3e des Flandres. Mais je pense que pour le bien du vélo, des fans, de la curiosité, il fallait un début. C'était le moment de le faire. Ce qui était important, c'était de produire un show qui est crédible. On a été crédible parce qu'on s'est donné à bloc. On a été avec les nerfs et on s'est vraiment battu. Il y avait vraiment une guerre sur le vélo. C'était 13 noms relativement connu dans le milieu du vélo. On va dire que c'était peut-être moi le moins connu au jour d'aujourd'hui. Mais bon, sur les réseaux sociaux, non, parce que je suis encore plus haut que la plupart d'entre eux. Mais pour moi, c'était important de donner aux fans quelque chose. Et la preuve, c'est que ça a marché, parce qu'ils avaient 700 000 spectateurs.
et j'ai lu que c'était la 8e épreuve la plus regardée sur l'année donc 2019-2020. Donc ça a plu, il y a eu une curiosité. Alors évidemment, c'est pas parfait, on est 13, on aurait dû être peut-être 40 ou 50. La course, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait 2 heures, que c'était qu'un format de 1 heure? De l'autre côté, est-ce que 2 heures, voir un jeu vidéo de 2 heures, ça saoule aussi, non? Donc, donc pour moi, pour un début, ce que j'apprécie énormément, et c'est pour ça quand l'équipe m'a dit Nico, est-ce que tu es prêt à faire? J'ai dit oui tout de suite, et je me suis beaucoup investi dans la préparation, quand je dis la préparation, je veux dire sur les réseaux sociaux, sur faire des vidéos, faire tout le côté marketing, etc., etc. Parce que pour moi, c'était une initiative qu'il fallait suivre et qu'il fallait mettre en avant. Alors évidemment, comme j'ai dit, c'est pas parfait, mais c'était 10 fois mieux que rien. Il fallait quelque chose et ils l'ont fait et c'était cool. Alors, on va le préciser pour le petit chiffre, donc ça a été retransmis en direct sur Sporza, la télé flamande, et il y a eu 56% de part de marché, avec plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. Donc après, presque on peut se demander, est-ce que ça a plus d'importance pour vous, les coureurs, ou pour les sponsors qui, de fait, ont tout de même une visibilité médiatique, même s'il n'y a pas de course Ah bah là c'est essentiellement pour les coureurs. Moi, j'ai pas fait cette course-là pour moi, pour me montrer. J'ai fait cette course-là pour aider le vélo. C'était clair et net. C'est pour ça que je me suis beaucoup mis et investi dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme on n'est pas sur la télévision, en train de faire des courses de vélo, il y a une arme qui est exceptionnelle et qui est dans le milieu du vélo sous-estimée, ce sont les réseaux sociaux. Si le vélo aujourd'hui, il peut être sauvé simplement sur une visibilité et une image qui peut être faite via, j'allais dire Twitter, mais Twitter, malheureusement, c'est pas très visuel, donc plutôt Instagram, Facebook, YouTube. Pour moi, c'est génial. Quand tu regardes l'autre jour le ride de Sky qui a été mis sur YouTube, il a 2 jours, il y a déjà 100 000 vues. C'est génial, et c'est ça qu'il faut, et c'est ça que les équipes doivent faire. Et d'ailleurs, beaucoup d'équipes ont commencé à le faire. IF, ils ont leur ride sur Swift. L'autre jour, il y avait CCC. Sky ont même organisé des courses virtuelles. Et pour moi, c'est ce qui permet de sauver. Le problème aujourd'hui, c'est nous, on donne une image comme on peut à Sunweb. Sauf qu'aujourd'hui, Sunweb ne peut pas vendre de vacances. Donc, il est là aussi le problème. Les Flandres, comme je dis, moi, j'ai pas fait les stands. On est 13 au départ. Ça n'a pas une valeur sportive. À part si, c'est génial parce qu'on voit que j'ai fait 400 watts sur 45 minutes. Donc, je suis pas encore un vieux prêt à la retraite. Mais d'avoir fait 3e ou 10e, ça me change rien du tout à ma vie. Pour moi, ce qui était important, c'était de jouer le jeu et de donner une visibilité maximum à mon sponsor qui aujourd'hui est rendre fun un peu le côté vélo. Parce qu'en ce moment, il n'y a que ça à se mettre sous la dent et regarder les étapes du Tour sur l'équipe 21 des années 90 et 2000. Alors Nicolas, tu précises que ces courses virtuelles, c'est un bon moyen, une belle opportunité pour offrir de la visibilité aux sponsors et notamment du team Sunweb. Est-ce que tu as été volontaire pour y participer? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, cette participation. Alors ça a été très très vite. J'ai eu un coup de fil le mardi soir, non le lundi soir, de Luc Roberts qui m'a dit Nico, le Tour de Flandre nous a demandé si tu voulais participer avec Michael. J'ai dit ok, pas de problème. Et ça a été fait comme ça. Donc je sais pas si je connais pas les raisons. Est-ce que c'est par rapport à mes réseaux sociaux qui sont je suis plus élevé dans l'équipe au niveau des réseaux sociaux? Est-ce que c'était aussi l'importance justement par rapport à la visibilité? C'est des choses que je peux moi imaginer. Mais par exemple, je me suis demandé, j'ai dit, tiens, pourquoi est-ce que Benoît il l'a pas fait? Finalement, il est belge, etc. Donc, j'ai pas cherché à comprendre plus que ça. Moi, j'étais content de le faire. J'étais flatté qu'on me demande de me lancer dans une aventure comme ça. Et puis aujourd'hui, c'est cool. Je peux dire que j'ai fait ma carrière, elle a été assez longue pour connaître une course virtuelle et d'en avoir fait une et d'avoir participé, d'être pionnier d'une course virtuelle. Donc finalement, moi, j'avais un peu de satisfaction, plus que mon résultat, juste d'être le premier à faire un truc qui n'avait pas été fait. Et du coup, en début d'émission, tu évoquais le probable Tour de Suisse, le Tour de Suisse 2020, qui normalement est censé se dérouler. Il y a une annonce qui a été faite il y a quelques semaines de manière virtuelle pour qu'il y ait quand même quelque chose qui ait lieu, notamment sur les réseaux avec ce Tour de Suisse. Est-ce que tu as un petit peu plus d'infos, notamment ton équipe
y participera? Est-ce que toi, tu en feras partie? Tu feras une des étapes? Est-ce que tu as un petit peu plus d'infos à nous donner sur ça? Alors, j'ai pas eu de nouvelles depuis une grosse semaine, mais ils m'ont demandé si je pouvais faire 3 des 5 étapes et j'ai donné mon accord tout de suite pour le même principe parce que pour moi, je pense qu'en tant que, on va dire qu'ancien du peloton, il est important de faire ce genre de démarche et j'ai tout, comme je dis, je suis ma ligne de conduite et je tiens à les faire. Donc je ferai 3 des 5 épreuves. On va préciser justement pour ceux qui nous écoutent que si tu participes à 3 étapes sur 5, c'est parce qu'il n'y aura pas de classement général sur l'ensemble de l'épreuve Voilà, c'est ça, oui. et que les étapes seront courues indépendamment. Toi, justement, du coup, ce Tour de Suisse virtuel, t'as autant d'envie à y participer qu'au Tour des Flandres. Tu te dis c'est une bonne expérience à vivre. Ouais, pareil, c'est pour tu sais, comme je te dis, on est compétiteur dans l'âme au départ, et c'est pour ça une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, je fais des courses sur Swift comme ça un peu au pif parce que j'ai besoin je les fais pas pour gagner, mais juste pour rigoler, pour le challenge, pour la sensation de transpirer, pour se donner une motivation, parce que sinon tu te dis qu'est-ce que tu prépares? Ouais, je prépare le Tour, on sait pas, la Vuelta, on sait pas. Ah si, on sait que le championnat du monde c'est le 27 septembre ou 28 septembre. Je dis putain, pardon pour mon langage, mais c'est pas très motivant pour monter sur l'entraîneur. Donc ça permet d'avoir un peu de stimulus, c'est fun, c'est marrant, c'est pourquoi pas. Donc je le prends comme ça. J'y vais pas pour les ambitions de gagner le Tour de Suisse, mes 3 étapes virtuelles. J'y vais pour le faire à bloc, concentré, parce que c'est toujours important de le faire concentré, parce que de toute façon, ça sert dans ma préparation pour plus tard. Mais pour moi, c'est pareil, c'est important, encore une fois, pour sauver la visibilité, pour donner quelque chose à manger aux fans de vélo, pour sauver peut-être une épreuve de vélo qui a aussi des difficultés vis-à-vis de des sponsors ou des frais qu'il a peut-être déjà engagés. Des courses du mois d'août, si les hôtels sont fermés, etc., qui sont remboursés, mais il y a beaucoup de courses aujourd'hui qui ont certainement déjà payé les frais de réservation dans les hôtels. Donc, il y a beaucoup de frais qui sont partis, la mise en place des sites Internet, il y a plein de choses. On dit, oui, les courses sont annulées, ils n'ont pas de frais. Mais non, parce que finalement, il faut un an sur l'autre pour organiser une course. Il y a beaucoup de frais annexes qui sont pas liés seulement à payer les chambres d'hôtel aux coureurs et aux équipes. Nicolas, tu dis que le cyclisme virtuel, ça t'aide et ça t'entretient un petit peu dans ton programme et dans ta forme. Est-ce que à terme, à moyen terme et à long terme, notamment la saison prochaine, est-ce que c'est un modèle d'entraînement que tu pourras intégrer dans tes séances en extérieur, le fait de pratiquer du cyclisme sur home trainer et connecté comme ça sur des courses virtuelles? Alors oui, enfin souvent on voit en ce moment sur Internet et tout, il y a les blagues, ouais, on va jeter l'entraîneur par la fenêtre dans 3 semaines. Déjà, je vais pas le faire moi parce qu'on me l'a prêté, donc mais non, il est fort possible que l'année prochaine, surtout cet hiver, changer un petit peu et puis pourquoi pas une fois de temps en temps rajouter 1 heure sur l'entraîneur comme beaucoup font. Hein. Il y a énormément de pros qui l'heure en plus, ils la font l'après-midi sur l'entraîneur, les trucs et machin. Mais je le ferai plus, je pense par exemple avec le vélo de contre-la-montre. Que là avec le vélo de route. Mais j'y ai réfléchi, j'ai dit oui, pourquoi pas. Parce que finalement, sur la route, c'est toujours difficile de faire sur un chrono un travail. Il y a toujours la route, elle va jamais comme on veut. Alors je sais bien qu'une course c'est pareil, mais qu'on laisse un peu de bosser. Je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes du chrono qui bossent aussi sur l'entraîneur parce que les watts sont plus stables. Donc ça pourrait être une façon de m'encourager à m'entraîner un peu plus sur le vélo de contre-la-montre. Oui. Et toi, Nicolas, qui a une très bonne connaissance du cyclisme professionnel et de l'environnement du vélo, est-ce qu'à terme, le cyclisme virtuel, ça pourrait devenir une discipline à part du cyclisme? On le voit, hein, Swift a même essayé d'organiser des championnats nationaux. Je pense que ça a déjà été fait. Ils essayent d'organiser même un championnat du monde. Donc pourquoi pas. Moi, je le vois fonctionner d'une manière pour que ça soit le plus équitable possible. Il faut que ça soit fait avec des règles qui sont vraiment, vraiment strictes et tellement strictes qu'au final, est-ce que ça vaut le coup vraiment de le faire en indoor? Parce que pour moi, quand on regarde,
je le vois quand je roule sur les plateformes informatiques, tu vois le temps sur les GPM, ils sont à 3 minutes, ils montent école à 42 moyenne. Pas parce qu'ils font 800 watts, mais parce que il y a 5 ou 6 kilos de moins sur les poids enregistrés. Donc malheureusement, il va falloir, s'il y a des courses qui sont vraiment officielles, etc., je le vois faisable dans un stade avec 500 ou 600 entraîneurs connectés, contrôlés par un espèce de contrôleur. Et pour que ça fonctionne, il faut que Swift ou l'autre ou n'importe ait un contrat principal avec une marque. Donc il y a beaucoup de choses. Mais pour moi, aujourd'hui, si tu me dis comment est-ce que tu organises un championnat du monde online pour que ça soit équitable, alors il faut une pesée. Alors peut-être pas le jour même, parce qu'il faut que ce soit un peu comme la boxe. Il faut aussi refaire un... Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que les mecs, ils vont pas manger pendant 3 jours et pas boire. Donc c'est pas ça le but non plus. Donc il faudrait le faire. Allez, pour la course dimanche, tu fais la pesée le mercredi. Pour que les gens ils ont le temps de manger, boire, donc un peu style box. Donc tu rentres ton poids dans l'ordinateur par on va dire un comité d'organisation. On va dire pour citer le mien d'équipe de sponsor que c'est Elite, le sponsor exclusif pour que tous les entraîneurs soient paramétrés sur le même niveau. Et après dans une salle unique pour être sûr que tout soit sur un logiciel. Alors t'imagines l'investissement, il faut que ce soit fait au Stade de France quoi. Mais avant ça, tu peux organiser au niveau régional, à niveau national, et organiser ça et faire des poules et pouvoir arriver avec un championnat mondial. Mais de le faire chacun chez soi, le truc, le machin, je le vois relativement compliqué si on veut que ce soit une discipline avec un vrai titre de champion du monde. Nous, on va pas jouer à tricher sur notre poids parce que c'est inutile. Ce qui est embêtant, c'est peut-être plus les calibrages d'entraîneurs, les trucs, les machins. Donc, il y a quand même beaucoup de boulot pour que ça soit vraiment, vraiment officiel, rémunéré, etc., etc. Mais j'y vois un futur possible. C'est vrai qu'en tout cas, comme tu le dis, il y a pas mal de contraintes techniques qu'il va falloir surveiller. Et là, notamment, ces soupçons de triche qu'on peut voir un petit peu. Il y a pas mal de coureurs, aussi bien amateurs. Enfin, il y a pas mal de coureurs. Ah bah sur tu les vois, réseaux de toute sociaux, façon, moi là j'ai fait des tests où je fais des 20 minutes un peu au seuil, etc. Et tu montes hey, je me base sur 5, 7, 5, 8 pour pas non plus monter, pour faire juste un bel effort. Et t'as des gars, ils te doublent, mais tu les vois même pas passer sur l'écran à 1,8 ou à 4 kilos. Donc tu sais, tu dis où il y a un bug informatique, où il y en a qui trichent. Et ça, tout le monde le sait. Donc il y a des limites, il y a des contraintes. C'est vrai qu'après, justement, là, il y a pas mal de choses qui se développent. Et aussi, depuis quelques années, Zwift a mis en place ce qu'ils appellent la Zwift Academy. Donc depuis 2016 avec l'équipe féminine Canyon SRAM et depuis 2017 avec Dimension Data NTT. Donc c'est-à-dire tout un concours au fur et à mesure de l'année pour qu'après le vainqueur du concours intègre l'année suivante l'équipe cycliste. Donc pour les femmes c'est l'équipe pro, l'équipe retour, et pour les hommes c'est l'équipe réserve de Dimension Data. Il y a eu d'ailleurs la première femme qui a remporté une course UCI au début de l'année, Ella Harris au Herald Sun Tour. Est-ce que tu penses que ces plateformes-là, ce cyclisme virtuel, ces simulateurs, ça peut être intéressant pour trouver des futurs talents pour le cyclisme sur route? Oui et non. Parce que on voit même les limites. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui embauchent des jeunes sur des tests de 20 minutes parce qu'ils ont vu leur temps sur Strava. Et c'est pas pour ça que c'est des personnes qui sont capables de gagner des courses ou être performants sur une course de vélo. Donc il y a une certaine limite. Évidemment, ça va permettre ça permet d'avoir une visibilité pour beaucoup de monde. Alors que des fois, sur une course, c'est pas toujours facile. Tu crèves le mauvais jour, t'as le jour sans, le truc, le machin. Mais je reste quand même à penser que, à moins que tu recherches quelqu'un je le vois plus pour un spécialiste du contre-la-montre, par exemple, parce que c'est plus, t'as les watts, c'est stable, c'est constant. Sur un test de 20 minutes, tu sais que tu peux faire tant de watts et c'est des watts constants. Après, je pense que le vrai talent, le mec,
le champion de demain, tu le trouveras dans les courses parce qu'il faut celui qui sait gagner, celui qui a le feeling de la course et faire un test de 20 minutes sur Strava ou être doué sur une plateforme informatique. Ça permettra de relever quelques talents, mais je pense qu'il y a quand même une certaine limite pour mon point de vue. Je pense que ça reste encore quand même sur les courses que tu trouveras les futurs grands. Donc rien ne remplace la vraie course sur route, c'est encore deux domaines assez différents. Hein. Bien sûr, et c'est encore pour ça que j'ai du travail, parce que en dehors d'avoir des résultats encore, mais je veux dire, mon rôle dans l'équipe, il est d'aider ces jeunes justement qui font des super tests de 20 minutes, et on sait que Sunweb, c'est une équipe qui passe beaucoup de temps dans le recrutement, et ils ont aussi recruté des coureurs qui sont bons ils ont un ou deux coureurs qu'ils ont vus sur Strava, ils font des chiffres exceptionnels sur Strava et tout des machins. Le problème, c'est qu'ils arrivent sur une course de vélo et ils sont perdus. Et même au niveau des jeunes, on le voit, t'as des coureurs qui sortent des espoirs, et t'en as qui ont tout de suite un feeling et d'autres pas. C'est des choses qui se travaillent pas, et c'est pas juste une question. Le vélo, c'est pas une question juste d'être le plus fort en kilowatts, sinon ce serait le même qui gagne tous les week-ends. Il y a énormément de choses à gérer, et ça, tu l'apprends que sur le course. Alors après, ce qui peut se passer, c'est que ça s'adapte aussi. Hein. Peut-être qu'il n'a pas eu l'opportunité, il n'a pas fait les grandes courses parce qu'il n'est pas dans le club local, il n'a pas eu la chance d'accéder à des courses plus importantes, géographiquement, financièrement. Enfin, il y a plein de, il y a plein d'autres aléas qui font qu'il est peut-être limité. Donc, je pense que oui, on détectera des talents, mais il faut surtout pas que ce soit l'unique condition. Par contre, l'initiative de Swift et les contrats qu'ils ont, pour moi, c'est top. C'est bien parce que, je pense que l'un va avec l'autre. Je pense que c'est des choses qui sont complémentaires, et il faut pas que ce soit une compétition. Et je pense que si aujourd'hui des sponsors de plateformes virtuelles, ils arrivent à financièrement, peut-être un jour ou l'autre, être sponsor d'une équipe réelle, c'est génial. Ça veut dire qu'on a potentiellement d'autres sponsors dans le futur, et l'un va avec l'autre en fait. Après justement, la petite question par rapport à ça au confinement, est-ce que vous avez eu des garanties que Sunweb allait rester? Est-ce que, si je me trompe pas, Sunweb avait signé un contrat entre guillemets à durée indéterminée de sponsoring. C'est pas prévu que ça s'arrête à... Non, on a eu une réunion la semaine dernière. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Évidemment, si ça dure encore 6 mois, ce sera plus compliqué. Mais au jour d'aujourd'hui, l'équipe nous a rassurés et que tout allait bien. Eh ben, tant mieux alors. Ouais, ça m'a fait beaucoup de soulagement quand je lisais toutes les annonces sur Internet. Et j'ai ouf. Et j'étais assez rassuré. Et d'ailleurs, je les remercie de leur soutien. Et allez, dernière petite question avant de terminer. T'as évoqué un moment le fait des rediffusions de courses qui sont actuellement à la télé, là, sur la chaîne L'équipe, sur Eurosport, également sur France Télévisions. Si toi tu devais revoir un jour, une étape, une course en particulier de ta carrière, ça serait laquelle? J'en connais beaucoup que j'ai pas envie de revoir. Là, je pourrais pas t'en choisir une non plus. En plus, aujourd'hui, là, j'ai mes copains, il y avait le Tour 2012, et malheureusement, là, sur l'étape de la Toussuire, j'ai plié mon top 10 en faisant comment t'appelles ça, une fringale à 6 km de l'arrivée, et je passe de 8e à 11e en général. Donc, je m'en voudrais toute la vie sur l'étape de la Toussuire. Donc, s'il y en a une que je hais, c'est celle-ci. La deuxième que je hais, c'est celle de Andorre, où pareil, sur une petite erreur, je perds mon podium sur le Tour d'Espagne. Une que je voudrais peut-être revoir, c'est pas la plus importante, je pense, mais c'est celle où si un jour j'ai maîtrisé une course de vélo, c'était bien ce jour-là. C'est en 2011, ma victoire au Tour de Chine. On avait un plan avec AG2R et on en avait beaucoup discuté. J'ai eu un Michael Cherel qui était exceptionnel ce jour-là pour m'aider. On voulait mettre la pression, on l'a mise. On avait presque trop mis la pression. Je me suis relevé de l'échappée parce que, en fait, Michael Cherel avait fait un début on a roulé trop fort, et puis j'avais dit, on y va. On avait cassé la course, mais il restait encore un col qui était soi-disant très difficile parce que personne n'avait encore vraiment
d'informations sur le prochain col. J'ai senti que c'était trop tôt. J'ai senti que c'était trop tôt. Je voulais pas faire d'efforts, qu'il y avait peut-être moyen qu'on se fasse reprendre. On avait du mal à creuser l'écart. Je me suis relevé. J'ai réattendu le groupe derrière. J'ai refait rouler Michael Schirel dans la bosse suivante. Alors, il y avait pas beaucoup. Je pense qu'il y avait 10 km de vent de face. Donc, il y avait 2-3 trucs, mais j'ai dit, c'est trop tôt. Je m'étais un peu emballé parce que j'avais des bonnes jambes. Donc, j'avais suivi le coup. Et puis, c'était des gros coureurs qui avaient été. Et je sentais que, non, il fallait attendre. Donc, je me suis relevé. J'ai attendu Michael qui a refait le pied de la bosse. Et j'attendais qu'il y en ait un qui mette le feu. Ça a été, je sais plus si c'est mon coéquipier, c'est Philippe Degnam qui est parti. Enfin, mon coéquipier irlandais, je veux dire. Irlandais, ouais. Et je suis parti et on bascule à 3 avec Froome. Et on a fait 20 km avec 35 secondes sur le peloton. Et Froome, lui, jouait le classement général parce qu'il lui fallait, je pense, 6 ou 7 secondes pour gagner le classement général. Donc il a roulé à bloc. Moi, je voulais absolument jouer ma victoire et Philippe, on était tous les deux dans des cas à jouer la victoire d'étape, donc on a roulé à bloc. Et j'ai anticipé le sprint à 300 mètres et je gagne avec pas grand-chose sur mon compatriote Philippe. Mais pour moi, c'était la course qui m'a donné le plus de sensations parce que même la vue d'hélicoptère, elle est impressionnante parce qu'il y a un moment, on a 10 ou 10 secondes avec le groupe derrière et c'est Tony Martin qui roule pour défendre sa victoire au général. Et ils arrivent jamais à rentrer. On fait 25 km qui sont vraiment excitants à voir. Alors oui, c'est pas la plus belle pas la plus grande, on va dire, parce que c'est quand même celle de la Vuelta les deux de la Vuelta, parce que je vais pas donner une importance plus à une que l'autre. Mais au niveau de la façon de courir, ce jour-là, c'était génial. Donc la 3e étape du Tour de Pékin 2011, qui était d'ailleurs ta seule victoire chez AG2R La Mondiale. Ouais. Une étape où tout s'est passé. Ah non, j'ai gagné le championnat d'Irlande aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça a toujours été un peu on va dire, ma déception de ces années-là, parce que j'ai eu énormément de résultats avec H2R. J'ai été top 10 sur quasiment toutes les courses à étapes. Je sais pas combien de top 10 sur les routes du Tour avec eux, mais j'ai jamais pu gagner. Je suis toujours passé à côté. Gippingen, toutes ces courses-là. J'ai jamais pu offrir une grande victoire à H2R et c'est un truc que j'ai toujours eu dans le fond de ma tête parce que c'est ce qui m'a manqué avec eux en fait. J'étais un leader qui était capable d'avoir des résultats, mais il y avait toujours un mec qui était là pour me battre. C'était à une époque où les points étaient très importants. Les points c'était seulement pour les 10 premiers et pour sauver l'équipe, il fallait que je me batte tous les jours. Je pouvais pas prendre de risques. Mon rôle à ce moment-là, c'était pas de prendre un risque, parce que pour gagner, il faut être ou plus fort ou prendre un risque. Et j'étais ni l'un ni l'autre. J'étais là pour assurer des points World Tour, pour garder l'équipe en World Tour. Donc pour moi, c'était le plus important, c'était de rentrer, de faire 8e, faire 10e, faire 9e à un classement général, et d'assurer les points pour sauvegarder l'équipe dans le World Tour. C'était mon combat en fait. Donc j'étais pas c'est pour ça qu'après j'ai eu plus de liberté. J'ai pu plus prendre de risques parce que finalement que je gagne pas ou quoi que ce soit, ça changeait pas les avenirs des équipes et même au niveau de la course, je pouvais courir plus libre. Mais mes années chez H2R, dans le rôle où j'étais, ma priorité c'était de mettre des points et mettre des points sur un Tour de Suisse, un Catalogne, un Paris-Nice ou sur les classiques. Je pouvais pas jouer à prendre l'erreur. Il fallait que je sois le plus à l'économie. Et des fois, j'ai pris beaucoup de risques en essayant d'attaquer, des trucs, des machins. J'ai eu des contre-coups. Mais c'était plus difficile pour jouer vraiment les gagnes d'étape. On arrive donc à la fin de ce podcast que l'on a fait donc en compagnie de Nicolas Roche, coureur de l'équipe Sunweb, à propos donc du cyclisme virtuel. Donc merci Nicolas d'avoir été avec nous aujourd'hui. De rien, plaisir. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Chasse Patate d'ici 2 semaines. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, on le rappelle, ainsi que sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et aussi, n'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Les gars, merci beaucoup. Brice, merci d'avoir été avec nous. C'est mon plaisir.
à bientôt et surtout n'oubliez pas, restez chez vous.